Auditeurs et téléspectateurs du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue à nouveau dans notre forum quotidien. Aujourd'hui, notre thème va porter sur la polygamie, comment les co-épouses doivent cohabiter pour le bonheur de la famille. Je suis Rafika Taher pour vous accompagner tout au long de cette émission. Pratiquée depuis la nuit des temps, notamment dans les familles musulmanes, la polygamie est l'un des régimes matrimoniaux en vigueur au Niger. Aujourd'hui, de nombreuses femmes vivent dans les familles polygames, une situation qui a autant d'avantages que d'inconvénients. De nombreux cas de violence sont enregistrés malheureusement entre coépouses. Alors, qu'est-ce qui expliquerait cela? Comment doivent-elles cohabiter pour le bonheur de la famille? À ces questions et à bien d'autres, nous allons essayer de répondre en compagnie de M. Alzouma Traoré Ibrahim de SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales, en compagnie de M. Ibrahim Hamadou Banya, sociologue, et enfin en compagnie de Oustaz Mohamedou Mustafa, prédicateur et membre du Conseil islamique du Niger. Nous allons entamer cette émission avec vous, Monsieur Ibrahim. La polygamie est un fait social. Comment est-ce que vous définissez cette pratique? Eh ben, la définition de la polygamie est très simple. Le fait de posséder un grand nombre de femmes. Mais la religion, en tant que musulman, nous a donné une certaine limite. Ne pas dépasser 4 épouses. Au-delà de 4 épouses, on n'est plus dans la religieuse. Oustaz, pourquoi la polygamie dans notre société? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. Pourquoi la polygamie dans notre société? Je préfère que pourquoi la polygamie dans notre communauté musulmane? Parce que Ibrahim a déjà évoqué l'origine. En fait, l'islam a institué la polygamie pour solutionner un problème. C'était à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand ces hommes vont sur les fronts de la guerre, ils confient leurs enfants, filles et garçons, à des parents adoptifs. Alors ces parents adoptifs-là, ils se retrouvent avec tant de filles, de petites filles, que la majorité de leurs papas ne revient pas malheureusement du front vivant. Donc, pour ne pas abuser, parce qu'ils ont commencé à avoir la tentation, les parents adoptifs, je vais dire, les hommes, donc ils ont commencé à avoir une tentation, eh bien, pour éviter effectivement qu'il y ait le risque de la gestion de ces enfants-là, Allah a dit dans un verset, c'est le verset numéro 4, si vous craignez ne pas être équitable dans la gestion des orphelins, eh bien, épousez parmi elles 2 ou 3 ou 4. Mais même là, si vous savez que vous n'allez pas les gérer équitablement, eh bien, contentez-vous d'une seule. Parmi les filles que vous avez en gestion, bien sûr. Il y a un verset, je vais aller très rapidement, c'est le verset numéro 6. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a mis encore un autre garde-fou. Il dit, et éprouvez d'abord la capacité des orphelines, filles que vous avez en gestion là. Éprouvez d'abord la capacité, c'est-à-dire la maturité des choses, des filles orphelines, n'est-ce pas? Des orphelines, jusqu'à ce qu'elles atteignent l'aptitude ou la maturité au mariage. Si je vous suis bien, Oustaz, à la base, la polygamie, un homme doit épouser des jeunes filles orphelines. C'était ça la base de la polygamie. Ça la base. Mais ici, ce verset-là, il dit d'abord, il faut observer leur maturité, c'est-à-dire il faut qu'elles soient femmes, qu'elles soient capables de te servir. Oui, orphelines. Aucun autre statut. Non, l'origine des versets de mariage, de polygamie est venue à partir des orphelines. D'accord. Quels sont alors les avantages ou les inconvénients? Les avantages, c'est que ici, en matière de mariage, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, pour comprendre l'avantage de la polygamie d'avoir plusieurs femmes, Allah a dit dans un autre verset, il dit, parmi ces signes de Allah, il vous a créé de vous et pour vous des épouses. Des épouses, n'a pas dit une épouse. Des épouses pour que vous viviez en tranquillité, pour avoir l'esprit tranquille avec elle. Quand une femme vraiment te donne une certaine affection, tu te sens reposé, toi, l'homme.
Donc il y a les repos. Ensuite, la vie n'a aucun sens sans un héritier. Donc c'est pour avoir aussi des enfants. Ça, c'est un deuxième avantage. L'autre avantage, c'est que ça t'éviterait les vagabondages sexuels. Un autre avantage encore, cette fille-là, ça lui éviterait, la femme qui sera en mariage, ça lui éviterait d'être comme une passe-main entre celui-là et celui-là, pour subvenir à ses besoins. D'accord. Vous avez parlé des avantages. Il n'y a donc pas d'inconvénient dans la polygamie. Vous ne m'avez pas demandé les inconvénients. En fait, la question c'était quels sont les avantages ou les inconvénients? Les inconvénients, c'est que vous prenez quelque chose dont vous ne pouvez pas gérer. Parce que ici, c'est Allah dit si vous craignez ne pas être juste, vous ne pouvez pas supporter. Donc déjà, il y a l'impossibilité ou l'incapacité de soutenir. Tu sais que ça, là, je ne peux pas le supporter. Et tu prends. Ça, c'est un premier inconvénient. Deuxième inconvénient, c'est de juger une femme à partir de sa morphologie. Je vais vous donner très rapidement... On parle bien sûr de la polygamie. De la polygamie, justement. Oui. Justement, parce que justement, c'est là où se trouve les choses. Tu préfères celle-là à celle-là. Parce que celle-là, elle n'est pas chose, elle n'est pas... Non. C'est-à-dire, il faut être équitable. Ne jugez pas les gens. Je viens de parler de trucs biologiques ou naturels. Si elle a une certaine créature qu'Allah lui a donnée, il ne faut pas la stigmatiser ou la détester à cause de ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, ce sont des inconvénients, tant pour l'homme que pour elle. Un compagnon du prophète qui a eu le savoir de jurisprudence, il a épousé une femme sans faire les règles que l'islam a dit de faire, c'est-à-dire la consulter, la voir, l'amener chez elle, tout ça là, lui expliquer ce que j'ai. Donc il a pris, c'est la nuit de noces là, il a vu qu'elle est vilaine, elle ne l'attire pas. Donc vous voyez, c'est un inconvénient. C'est un inconvénient tant pour elle que pour lui. Donc maintenant, il n'a pas voulu faire les noces avec elle, il n'a pas voulu vraiment faire la sunna avec elle. Il ne faut pas seulement pencher sur la femme. L'inconvénient devrait être de deux côtés. De deux côtés, c'est-à-dire l'inconvénient du mariage, c'est à deux. Parce que le mariage ne se fait pas à une seule chose. Même le coépouse, là, c'est à deux. Celle-là avec l'homme, celle-là avec l'homme. Monsieur Alzouma, quelle est votre analyse sur la cohabitation des coépouses dans notre société? Merci au studio Kalangou de nous donner cette opportunité. Et entre coépouses, c'est vrai, on rencontre beaucoup de problèmes. Je ne dis pas que c'est un phénomène qui est commun à tous les ménages, mais quand même, nous, en tant qu'ONG, on reçoit beaucoup de plaintes de ce genre, donc entre coépouses, parce que tout simplement, peut-être la première n'a jamais accepté le fait qu'une deuxième vienne la seconder, ou qu'une troisième vienne, ou qu'une quatrième. Donc cela crée de frustration au niveau du couple. Et comme Oustad l'a dit aussi, c'est un des inconvénients de la polygamie, c'est le fait de ne pas pouvoir la gérer. Certes, c'est une possibilité qui a été donnée, une option, donc selon l'islam, que l'homme a droit à 2, 3 ou 4 femmes, mais à condition qu'il puisse être en mesure, en tout cas, d'assumer cela. Et des fois, c'est là où se situe le problème. Quand l'homme n'arrive pas à assumer cet état de fait, quand il n'arrive pas à contrôler ou à gérer bien cette polygamie-là, cette option, cette possibilité que Dieu lui a donnée, ça peut créer des tensions au niveau de la famille. Donc, et c'est surtout ce genre de tensions-là qu'on nous fait connaître au niveau de l'ONG et que nous essayons, donc par des mécanismes de négociation, de conciliation, à gérer. Et des fois aussi, nous faisons appel toujours aux associations islamiques pour qu'ils puissent nous éclairer par rapport à ce qui doit être pris. Pourquoi? Parce que la polygamie, c'est une option qui est contenue dans l'islam. C'est uniquement dans l'islam. Donc ça veut dire que pour qu'on ait un éclairage, certes, nous avons des connaissances sur le plan social, sur le plan juridique, mais il faut aussi des fois faire appel à ces éléments-là pour qu'ils puissent nous éclairer par rapport à ce que le Coran dit. D'accord. Monsieur Ibrahim, selon vous, qu'est-ce qui motive les hommes à prendre plus d'une femme? Oui, vous voulez évoquer les facteurs. Les facteurs, oui. Ils sont multiples. Il y a les facteurs socio-culturels et religieux. Il y a aussi les facteurs économiques.
Il y a même des facteurs biologiques. Quand je prends l'exemple des facteurs sociaux, culturels et religieux, vous voyez, le fait de posséder un grand nombre d'enfants est un prestige. Quand on se réfère à la société purement traditionnelle. Maintenant, nous sommes en train d'évoluer dans une société tradie moderne. Donc, le contexte est un peu différent. Donc, on est parti d'un contexte purement traditionnel à un contexte tradit moderne. Dans le contexte traditionnel, le fait d'avoir un grand nombre de femmes vous donne la possibilité d'avoir un grand nombre d'enfants. Et le fait d'avoir un grand nombre d'enfants vous vous augure un certain prestige. En dehors de ça, vous, en tant que chef de ménage, vous vous sentez en sécurité quand vous avez un grand nombre de femmes. Parce que parmi ces femmes-là, 2 ou 3 peuvent tomber enceintes. Donc, le fait d'avoir une femme qui est disponible, ça vous met en sécurité. Parce que ça vous met en sécurité et ça vous peut-être éviterait de vous lancer dans la débauche. Ben, en dehors de ça, il y a aussi l'opportunité que la polygamie offre aux femmes qui sont dans le veuvage, d'avoir la possibilité de se remarier. Et une femme qui est mûre, qui jouit de ses capacités biologiques, je pense qu'elle a droit au mariage. S'il n'y avait pas la polygamie, beaucoup de femmes ne se seraient pas mariées. En dehors des jeunes filles aujourd'hui que vous voyez dans notre société, vous voyez beaucoup de femmes veuves qui ont envie de se marier. Ces femmes veuves-là, qui vont les prendre? Et si on ne doit pas les prendre, nous, en tant qu'hommes, elles vont passer tout leur temps dans le célibat. Et ça les expose. Nous allons maintenant rentrer dans le vif même de notre sujet, qui est la cohabitation des coépouses dans les foyers polygames. Monsieur Alzouma, vous représentez l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Que pensez-vous de cette pratique de société, de la cohabitation des coépouses dans un même foyer? Ça, je crois que c'est quelque chose qui doit être laissé à l'appréciation de l'homme qui choisit d'être polygame, parce que c'est en fonction de ses moyens. Il y en a qui ont les moyens de faire une maison, de donner une maison à chacune de ces femmes. Donc, elles n'auront pas à cohabiter dans une même maison. Et là, je crois que ça amoindrit tous les risques de problèmes qui peuvent être liés à la cohabitation. Mais il y a d'autres aussi qui n'ont pas les moyens de se faire plusieurs maisons. Donc, ils seront obligés de les loger dans une même maison. Toujours est-il dit que moi, je pense que cette harmonie-là au sein du foyer, au sein de cette famille, doit venir de l'homme. L'homme qui a choisi cette option, donc, doit aussi prendre toutes les dispositions pour s'assumer en tant qu'homme et faire en sorte que ces femmes puissent vivre en harmonie. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on assiste à beaucoup de problèmes qui sont liés vraiment à cette cohabitation. Nous, en tant qu'ONG, nous recevons beaucoup de plaintes de ce genre. Et d'ailleurs, si je dois donner des statistiques, 40% des cas que nous recevons aujourd'hui sont des cas qui sont liés au phénomène même de la vie conjugale, c'est-à-dire des problèmes au sein du couple ou bien au sein de la famille. Donc, notamment, je mets là-dedans aussi des phénomènes de répudiation, tout ça là. Mais quand même, nous avons eu 12% des cas qui sont liés directement à des conflits entre coépouses. Donc, vous voyez, et ces 12%-là, si je dois... non, je veux dire 5% des 224 cas que nous avons eu, donc il y a 5% qui sont liés à ce problème. Donc, vous voyez, ce n'est pas rien. Et je pense que des mesures doivent être prises. Donc, comme on l'a bien dit, donc le Coran nous donne cette option, cette possibilité de faire plusieurs femmes, mais il faut aussi que nous soyons en mesure donc, d'assumer cela. C'est ça la suite du verset donc, qui a été récité par Oustaz. Et les gens doivent donc se dire que s'ils n'ont pas la possibilité matérielle ou la possibilité financière ou même la capacité donc, d'assumer cela, on a bien dit, une seule est mieux pour vous. Parce qu'on sait que
ce n'est pas facile aujourd'hui d'aimer 4 femmes de la même manière. Donc certainement, et ce n'est pas donné à tout homme aussi de s'abstenir, de montrer qu'il a une préférence pour une autre. Et c'est cette préférence-là qui crée des problèmes entre ses co-épouses. Ou bien montrer que tu aimes plus le fils d'un tel que celui de tel autre. Ça aussi, ça crée des frustrations et c'est ça qui crée aussi des problèmes. Donc l'homme vraiment qui choisit cette personne doit tout faire pour essayer de ne pas arriver à cela, pour le bien de sa famille, pour son harmonie. Et pour le deuxième verset aussi que Oustaz avait dit, que la femme a été créée par nous, pour que nous vivions en harmonie. Donc vous voyez, l'harmonie là aussi c'est primordial. Donc ça veut dire que l'homme doit tout faire aussi pour que l'harmonie règne au sein de la famille, parce que c'est ça même la base de la société. Donc tout retombe sur l'homme, la vie en harmonie entre co-épouses. C'est vrai, le problème peut venir des femmes, mais je me dis que c'est lui qui a créé cette situation quand même sur l'homme, donc il doit se donner aussi les moyens donc d'instaurer cette sécurité au sein de sa famille. Aujourd'hui, c'est comme un État. Quand vous ne prenez pas de dispositions pour éviter certaines agressions extérieures, vous pouvez être agressé de toutes parts. Donc vous devrez prendre les dispositions, mettre les moyens, mettre le prix qu'il faut pour que cette harmonie-là puisse régner au sein de votre famille. D'accord. Comment est-ce que vous abordez la question au niveau de SOS FEVS? Bon, la question on l'aborde, vous savez, quand nous recevons des cas, on fait un peu la genèse de toute la situation. Parce que des fois, pour comprendre le phénomène, pour comprendre ce qui est à la base du problème qui est créé entre soit le couple ou entre les membres d'une famille, il faut faire la genèse de l'historique de toute cette situation. Et ce chemin faisant qu'on arrive à comprendre que le problème vient de tel ou tel aspect. Donc, et en ce moment-là, on se met ensemble, on crée la situation pour que chacun puisse donner et contribuer à ce que cette harmonie-là puisse être ramenée au sein de la famille. D'accord. Oustaz, quel est le rôle des épouses l'une envers l'autre dans les foyers polygames? Bon, le rôle de l'épouse, ils ont la même mission. Les épouses, oui. Oui, ils ont la même mission. C'est quoi la mission? C'est que chacune sait qu'elle l'a amenée dans ce foyer-là. C'est pour servir son mari et en cas de naissance, gérer les enfants. Donc, ce sont des choses. Mais ici, c'est qu'il faut dire peut-être les femmes, à quoi s'en tenir si on est de coépouse. Voilà. Si on est de coépouse à quoi s'en tenir, c'est que je vous ai parlé en amont qu'il y a une séance de concertation préalable avant le mariage. Sur quoi est-ce que vous êtes parti avec ton mari lorsqu'il t'est déclaré en mariage? C'est ça qui est important. Et c'est ça que les autorités ou les officiers d'état civil ou religieux qui sont chargés d'officier le mariage, c'est en cela qu'ils s'en tiennent lorsque des problèmes, comme a souligné Alzuma tout à l'heure, donc surgit. Donc, c'est sur quoi est-ce que vous êtes parti? Très certainement, ce que tu as promis à celle-là, ce n'est pas ce que tu vas promettre à l'autre. Donc, il ne faut pas que l'autre ne sait pas ce que tu as promis à celle-là, et elle aussi, elle ne sait pas ce que tu as promis à l'autre. Effectivement, un autre rôle de couple, c'est de compétition pour attirer les dires vers elle. C'est les compétitions. Oui. Les compétitions sont naturelles, sont ordinaires. Les compétitions, pas la bagarre. Cette compétition-là, est-ce que ça ne peut pas avoir des impacts sur leur cohabitation? C'est ce que j'ai dit. La compétition entre coépouses, quel genre d'impact ça peut avoir? Ça dépend de l'objectif que tu vises. L'objectif qu'elle vise, que le prophète l'implique. Tu es une femme, tu sais que s'il vient chez moi d'abord avant d'aller chez l'autre là, c'est déjà un privilège pour une femme. Mais si toi-même tu peux faire quelque chose qui peut ne pas les laisser aller chez l'autre là, c'est encore mieux pour toi. Donc c'est ça, cette compétition dont je parle. Donc il n'y a pas d'inconvénient, c'est pas une question de choses là. Toi tu as fait ça, moi je ferai plus pour attirer plus son amour vers moi que vous. Et c'est ce qu'elles font tous. Mais vous voyez, lorsque Aïcha, la plus jeune fille qui est venue chez lui, la plus jeune femme qui est venue chez le prophète, est venue dans la maison, tu sais comment elle a attiré leur attention de telle sorte qu'il n'y a pas de
adawa, comme on dit, quoi. Il n'y a pas de conflit entre elles, toutes les femmes, les vieilles femmes là, et Aïcha. Parce qu'elle les entretient sur un certain nombre de choses, c'est-à-dire, elle les entretient sur les hadiths qu'elle a récités, les études qu'elle a fait, la connaissance qu'elle a là. Donc, elle apprend à travers elle. De toute façon, que pour elle, ce n'est plus une cobuse, mais c'est plus que ça. Mais ça, c'était à l'époque des prophètes. Aujourd'hui, dans notre société, ces genres de compétition, je ne suis pas certaine que ça puisse marcher comme ça dans les foyers aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas... Là, je vais poser la question à M. Ibrahim. Qu'est-ce que ces genres de compétition peuvent avoir comme impact au sein de la foyer entre co-épouses? À partir du moment où le mari s'engage à être polygame, il doit se dire que il aura affaire devant lui à des épouses qui vont se mettre en compétition. Et la compétition pour les épouses, c'est d'avoir l'affection du mari. Chacune va vouloir s'arroger de l'affection du mari. Chacune va vouloir se donner plus d'attention. La compétition, elle est engagée. Les scènes de jalousie commencent déjà à se jouer. Donc, ça crée un problème de cohésion au niveau du ménage. Dès lors que le mari accorde plus d'importance à une de ses épouses, les autres deviendront jalouses et vont pouvoir donner une réponse au comportement du mari à travers quoi? À travers des actes malveillants et qui ne sont pas de nature à préserver la sérénité au sein du foyer. Ça, c'est un. Il y a aussi des conséquences, parce que ce que vous êtes en train de dire là, ça rime avec les conséquences et les risques que cela comporte. Et les conséquences, si vous avez des enfants, cela, je ne suis pas psychologue, mais je peux déjà ébaucher quelques signes. Cela peut avoir des impacts sur la santé émotionnelle des enfants. Un enfant qui évolue dans un environnement familial où il y a toujours des querelles, où il y a toujours des insultes, où il y a toujours de la bagarre, donc ça va l'affecter. Lui, il va finir par devenir un enfant qui n'a pas de personnalité, qui ne joue pas de sa personnalité, qui n'a pas l'esprit tranquille, qui est distrait même à l'école, qui a toujours des soucis. Donc, pour éviter cela, donc, il faudrait que le mari soit quelqu'un de quelqu'un de très subtil, qui sait gérer les situations et qui sait ménager ses épouses. En dehors de ça, bien sûr, il y a également, en dehors du fait qu'elle rentre en compétition pour se donner une certaine importance aux yeux de leur mari, donc les femmes, elles-mêmes, elles peuvent créer des situations qui vont mettre mal à l'aise le mari. Et les femmes peuvent avoir des préjugés chacune sur l'autre. Parce que le problème de la polygamie, c'est quoi? Si les femmes sont prédisposées à accepter le mariage, la polygamie, je pense que le problème n'allait pas arriver. Mais les femmes, la plupart du temps, les femmes qui viennent trouver la première femme, d'abord, elles ne sont pas disposées à l'accepter. Vous savez que celui qui va vous prendre en mariage, il a déjà des épouses, il a déjà une épouse. Maintenant, vous refusez de reconnaître son épouse et vous voulez avoir sa place, sachant bien qu'elle a des enfants. Moi, je me dis bien que les femmes elles-mêmes, elles ont tort. Les femmes qui viennent en dernier ressort, là, dans les familles. La femme, la première épouse, elle est déjà la première. Ça lui donne déjà un privilège. En dehors de ça, elle a des enfants. Le fait même d'avoir des enfants avec un mari, ça renforce l'unité de la famille. Vous n'avez pas d'enfants. Jeune marié, vous venez, vous voulez faire imposer votre dictat. Même si vous voulez imposer votre dictat, vous devez aller par étapes. Lorsque vous allez avoir des enfants, vous allez créer des bons rapports avec la belle famille. En ce moment, vous pouvez avoir beaucoup de regards vis-à-vis de votre époux
vis-à-vis de vos beaux-parents. Mais vous ne pouvez pas d'un seul coup venir et vouloir prendre la place de la première. Donc c'est ça, des problèmes comme ça qui persistent dans les foyers et qui créent des situations de conflit. Et bon, heureusement que nous sommes en Afrique, on a toujours des mécanismes communautaires de gestion de conflits dans les foyers. Parce que le premier mécanisme, c'est le recours aux sages. Vous pouvez faire recours aux sages, ils viennent, ils interviennent, ils essaient de vous calmer. Ni c'était le recours aux sages et aux marabouts, beaucoup de foyers allaient se disloquer. D'accord, il y a M. Alzouma qui aimerait réagir sur la question. Oui, je voulais juste dire deux mots par rapport aux compétitions. Donc vous voyez, les compétitions là, c'est normal. C'est normal parce que chacune veut avoir, c'est vrai, le mari. Mais les compétitions là, ça doit être subtil. C'est-à-dire, c'est à la femme de développer ce qu'elle va faire pour que son mari l'aime plus. Elle n'a pas besoin de l'exposer pour que les autres voient. En ce moment-là, ça devient comme quelque chose, c'est comme si elle veut les... comment je vais dire oui, c'est-à-dire, voilà. Mais elle doit le faire quand elle est avec son mari. Et Dieu seul sait que les femmes font quand elles sont avec leur mari. Mais pas de manière ouvertement à venir le dire comme si je suis en train de le faire juste pour montrer à l'autre que moi je suis plus qu'elle. C'est ça. Et ça rejoint aussi le fait qu'elle avait dit quand il y a des enfants. Quand elle les fait au moment où elle est juste avec son mari, ça va éviter le fait que les enfants soient témoins de ces choses-là et peut-être que ça va affecter leur vie future. Mais la compétition, dès lors que l'homme décide de prendre plusieurs femmes, il a engagé une compétition. C'est comme dans une classe où tous les élèves viennent compétir. Tout le monde veut être premier. Chez les femmes aussi, c'est la même chose. D'accord. Oustaz, bien que la polygamie soit une recommandation musulmane, pourquoi pensez-vous que certaines femmes la boudent quand même? Oui, certaines femmes, parce que c'est en fonction des moyens qu'elle connaît. Elles boudent la polygamie, elles ne veulent pas avoir de coépouses. Justement, elle ne veut pas partager les minimums ou les moins que les maris, parce qu'elle trouve que c'est peut-être les moyens de son mari sont un peu minimes pour qu'une autre vienne. Ça, c'est un facteur aussi qui peut expliquer ce que vous dites là. Donc, un autre aspect, pourquoi elle boude les choses, parce qu'il y a une femme, l'affection là, elle les partage pour elle-même, elle les réserve pour elle-même, elle ne voulait pas qu'une autre goûte ce qu'elle goûte dans le foyer. Ce qui fait ça, c'est que c'est lié à ce que je vous ai dit au début. C'est-à-dire ça dépend des engagements qui se sont donnés avant de se marier avec celle-là. Peut-être qu'il lui a dit que non, je ne te ferai jamais une épouse, ou bien tu seras toujours la mieux positionnée chez moi quand tu vas. Donc ça dépend des négociations du début qu'il a engagé avec elle. Donc c'est en fonction de ça. Une femme, c'est comme un enfant. C'est pas le sociologue qui va me démentir. C'est comme un enfant. C'est-à-dire son esprit, c'est comme un enfant. Si tu la poses sur une ligne de conduite, sur quelque chose, eh bien, arrange-toi à le respecter. Tu amènes quelque chose contraire, tu sais que tu vas faire un travail au moins de recyclage pour l'amener à l'accepter. Donc, c'est comme ça. Donc, ça veut dire qu'une femme, il faut savoir quel engagement prendre avec elle. Avant même des choses là, si tu m'aimes, moi je suis quelqu'un qui savoure la polygamie. Je vais te faire une copie après. C'est pas pour te vexer, c'est pas pour te... Mais ton droit est là, intact. Si l'engagement est comme ça là, je ne vois pas comment est-ce qu'elle va bouder que l'homme, son mari, puisse apporter une autre. Oui, voilà, selon la religion, est-ce que les coépouses doivent cohabiter sous le même toit? Selon la religion. Non. Que dit la religion sur la cohabitation? La religion islamique, elle respecte la pudeur. C'est-à-dire, si vous dites sous le même toit, c'est-à-dire que, bon, une chambre que vraiment, ce que tu dis avec celle-là, l'autre entend, c'est pas bon. Mais
le prophète lui-même, il a fait des maisonnettes, quoi. Hujrat Rasoul. Donc, il a pris à chacune sa maison. Et quand il est avec elle, il est avec elle. D'accord. Ouais. Parce que donc, dans des maisons séparées de ouais, préférables. non, c'est pas des préférables. C'est une obligation. D'accord. c'est ça les prix à chose. Si vous savez que vous ne pouvez pas faire l'équité, c'est ça l'équité. Celle-là, là, elle a une chambre salon. Celle-là devrait avoir une chambre salon. Quand même, avec 2 femmes. J'ai vu les gens, ils font ça, quoi. Celle-là, là, elle a sa chambre, mais le même salon. Celle-là, ça aussi, ça crée du problème, parce qu'il n'y a pas de secret. C'est pas bon. C'est que tu vas dire à celle-là, là, l'autre ne devrait pas entendre. Donc, la religion travaille beaucoup avec la pudeur, et vraiment le respect de la personnalité de la femme. Il ne faut pas que l'autre sache ce que tu racontes avec l'autre, ou bien vous rigolez, ou vous faites des trucs. C'est pas bon. Voilà. D'accord. Monsieur Ibrahim, une des dernières questions que je viens de poser à Oustaz, pourquoi pensez-vous que les femmes boudent quand même la polygamie, malgré que ça soit une recommandation musulmane? Bon, les femmes boudent la polygamie, bien que cela soit une recommandation religieuse, parce que tout simplement, il y a la question d'héritage qu'on n'a pas encore évoquée jusqu'ici. D'abord, le mari, une femme qui a une femme, il prend une deuxième femme. La première femme va voir que la deuxième est venue empiéter dans ses avantages en tant que première épouse. Avantages sexuels, avantages matériels, avantages financiers. Ça, c'est un. Et deuxièmement, la question d'héritage est là. Parce que la plupart du temps, dans les sociétés, les femmes pensent que les maris vont mourir les premiers. Donc, vous prenez une deuxième épouse, donc c'est bien normal que la première épouse se dise que quand vous allez mourir, l'héritage va être partagé en 2. Donc, c'est les intérêts, tout tourne autour des intérêts. Et des avantages qu'augure le mariage. Donc, c'est bien normal, elles ont raison de le penser, mais quand même, elle doit être réaliste, parce que c'est une recommandation religieuse. D'accord. Une autre pratique, surtout dans la région Zarma, la femme dont l'époux se marie avec une nouvelle épouse organise une cérémonie au cours de laquelle celle épousée en première noce raille de manière sociale et acceptable celle épousée en seconde noce et vice-versa. En tant que sociologue, que pensez-vous de cette pratique? Est-ce qu'elle peut engendrer des conséquences de la future vie commune de ces femmes dans le foyer? Oui, cette pratique... Est-ce qu'elle existe encore? Elle existe. Oui. Elle existe beaucoup plus en milieu rural qu'en milieu urbain. Elle existe parce que c'est une valeur sociale. Elle existe parce que c'est une valeur qui a des fondements. Dans la société traditionnelle, cette manière de donner la possibilité à la première épouse de célébrer, pas d'insulter, non. Ça, c'est il y a des, comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a des langages qui sont un peu codés, qui relèvent un peu des... Comment est-ce qu'on appelle Yasaï. En fait, c'est des petits taquins, des petits écarts de langage qui peuvent vraiment être pardonnés, quoi. Ça n'a rien à voir avec des insultes. D'accord. La tradition n'a pas donné la possibilité à la première épouse d'organiser cette cérémonie pour insulter la première. Non. C'est juste pour que la première épouse sache que, la deuxième, disons, sache qu'elle est la deuxième épouse. Pour qu'elle sache que la première épouse n'est pas sa concurrente, mais sa grande sœur. La première épouse, c'est son aînée. Donc, tout ce qu'elle doit faire, elle doit le faire en complicité avec la première épouse. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Si aujourd'hui, en milieu urbain, nous sommes en train d'assister à des ménages où les femmes ne veulent même pas se voir, d'abord, nous sommes en train de leur donner la possibilité. Quand je dis nous, en fait, la plupart des fonctionnaires en milieu urbain, quand ils prennent une seconde ou une troisième épouse, ils l'hébergent dans une autre maison. Même s'il faut prendre la maison à location, en tout cas, on a tendance de voir que ces derniers temps, les mariages ne sont pas faits pour regrouper les familles. Et ça aussi, sociologiquement parlant, c'est un problème. Parce que quand vous prenez une deuxième ou une troisième épouse, vous la faites loger
à Niamey, et les enfants ne se voient même pas. Parce que si vous ne faites pas attention, les enfants de la deuxième épouse, la deuxième épouse ou la première épouse va empêcher à ce que ces enfants vont chez la deuxième épouse. D'accord. À partir de cet instant, il y a une certaine rupture entre les femmes, ces femmes-là, ces coépouses-là, et ça crée une faiblesse du tissu familial. Oui, merci, parce que monsieur les Ibrahim. enfants même finiront par grandir et ne pas plus s'entendre. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, monsieur Ibrahim, donc on va passer directement à monsieur Alzouma. Quel est le constat qui se dégage dans les foyers polygames? Et aussi, quels sont les cas les plus fréquents de violence que vous enregistrez à votre niveau entre coépouses? Oh. Les cas. Entre coépouses, c'est Et vrai. les constats aussi qui se dégagent de ces foyers polygames. Bon, le constat qui se dégage, c'est que c'est vrai, comme M. Ibrahim vient de le dire, et il y a il y a deux contextes qu'on doit aujourd'hui parler, c'est-à-dire le contexte traditionnel, c'est vrai, où la polygamie est bien perçue et quelque chose aussi qui est normal, qui est compris de tous. Mais aujourd'hui, on a tendance que c'est comme si c'est quelque chose qui n'est pas bien. Dès qu'on parle de deuxième épouse, donc la première épouse se met dans un état second et ça crée des problèmes. Et c'est ça qui a amené aussi aujourd'hui certains hommes à vouloir séparer les maisons, donc au risque, comme il a dit, de faire deux familles et de faire en sorte aussi que ces enfants ne puissent pas vivre en harmonie ensemble, ne puissent pas se connaître. Donc là, c'est vraiment des problèmes. Mais pour éviter tous les problèmes, c'est ça aussi qui a amené les hommes à adopter cette situation. Parce que nous avons vu, pour ce qui est des familles qui vivent ensemble, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes et quand les femmes viennent, et c'est ça même des fois qui crée même un début de problème entre l'homme et la femme. Avant, ils vivaient en harmonie, mais dès que la deuxième là va venir, vous allez voir entre lui et la première, c'est fini. Il y a un fossé qui va se creuser. Parce qu'il y aura une rupture de confiance. C'est comme si elle n'a plus confiance à son mari. Donc, du coup, ça devient ingérable. Et c'est ça même qui peut aussi conduire même à un divorce entre eux. On a vu beaucoup de cas qui viennent, qui disent que le mari a pris une deuxième femme, elle ne va plus rester. Parce que ce n'est pas ça qu'il lui a promis. Il lui a promis qu'il va rester avec ça, il ne va jamais prendre une deuxième. Alors que l'envie de prendre une deuxième femme, c'est quelque chose qui peut venir après. Même si au départ, on n'a pas cette intention, mais ça peut venir après. Parce que l'homme peut avoir besoin de fois de changer. On dit que tu peux vouloir avoir une femme élancée, une femme courte, une femme claire, une femme noire. Donc, on t'a donné la possibilité de prendre 4, donc tu essaies de faire le dosage et puis tu vas... Mais ça, c'est pas compris par beaucoup de femmes. Parce que c'est vrai, c'est un peu dur aujourd'hui de partager quelqu'un avec qui on a pratiquement passé toute sa vie. Et surtout que les femmes se disent que je l'ai connu quand elle n'avait rien, quand elle n'était rien. Maintenant qu'il est devenu important, qu'il a amassé des richesses, maintenant voilà une qui va venir pour partager le gâteau. Et c'est là qu'entre l'aspect financier et matériel que M. Ibrahim a dit. D'accord. Nous entamons maintenant la dernière question, mais on va essayer de répondre très brièvement. On a déjà dépassé le temps convenu. On continue avec vous, M. Alzouma. Quel est votre appel à l'endroit de tous les hommes mariés en général et les femmes en particulier pour qu'ils puissent vivre en harmonie dans leur foyer polygame? Et moi, je crois qu'on l'a toujours dit. Aujourd'hui, le plus grand problème qui mine nos foyers, qui minent nos familles, c'est un problème de communication. On communique très peu. Parce que quand on communique, on peut se comprendre. Et si on se comprend, je crois qu'on peut éviter beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est ça qui mine la cohésion sociale, la cohésion familiale. C'est ça qui mine aussi la paix dans nos foyers. Donc, il faut que vraiment nous puissions revenir à cela, qu'on puisse vraiment communiquer pour que chacun sache aujourd'hui c'est quoi ses droits, c'est quoi ses devoirs. Parce que quand on se marie, on a des droits envers l'autre. Et les droits qu'on a envers l'autre, c'est aussi des devoirs pour vous. Vous devrez les assumer et en retour, vous allez aussi recevoir la même chose. Donc vraiment, tant que cela n'est pas respecté, tant que je vais empiéter sur le droit de l'autre, ça veut dire qu'on ne connaîtra jamais la paix. On doit savoir que mes droits s'arrêtent là où commencent les droits de l'autre. Donc en ce moment-là, je crois que si on respecte cela,
on va vivre en harmonie. D'accord. Oustaz, la même question pour vous. Quel est l'appel que vous lancez pour que l'époux et ses femmes puissent avoir une vie harmonieuse au sein du foyer? C'est de promouvoir vraiment les valeurs pour lesquelles, n'est-ce pas, le mari t'a utilisé, t'a choisi pour femme. Donc il faut vraiment bien faire usage de ça et s'en tenir à ça. Ça veut dire que de ne pas empiétiner sur les causes ou les raisons ou le domaine qui relève de l'autre femme. C'est-à-dire au point où il faut rendre la vie impossible à ton mari parce qu'il y a une autre qui est là. Donc il faut vraiment faire prévaloir les valeurs pour lesquelles ou les qualités pour lesquelles toi tu es là. Donc il faut veiller sur ça. Ne t'ingère pas dans les choses parce que par-dessus tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, l'une des qualités d'une bonne foi, d'une bonne croyance à un être humain, c'est de ne pas s'occuper de ce qui ne le regarde pas. Donc il faut vraiment se comporter de cette manière-là. C'est-à-dire te contenter vraiment des valeurs, des qualités pour lesquelles tu es venu dans ce foyer-là. Maintenant, de ne même pas chercher à savoir pourquoi elle est là, l'autre, quelles sont ses qualités et autres. Ça, c'est pas à toi parce que ton mari ne l'a pas épousé pour toi, il l'a épousé pour lui. D'accord. Et vous, monsieur Ibrahim, quel est l'appel que vous lancez à l'endroit des maris et des épouses? Moi, l'endroit que je lance à l'endroit des maris et des épouses, d'abord à l'endroit des maris, il faut qu'ils soient des maris qui s'assument sociologiquement, qui prennent en compte nos valeurs sociales traditionnelles, qui encouragent l'unité familiale et la cohésion sociale. Il faut qu'ils soient des maris équitables, qui respectent l'équité, la légalité et la justice. C'est difficile, comme il a dit, de montrer à toutes les femmes le même degré d'amour. Mais il faut faire en sorte que tout le monde, même l'observateur externe, sache que ce chef de ménage est assez responsable pour pouvoir supporter 2, 3 ou 4 époux. Ça, c'est 2. Et troisièmement, chez les épouses, il faudrait qu'a priori, la deuxième ou la troisième ou la quatrième épouse, avant de venir dans le foyer, se disent qu'elle vient conforter le foyer et qu'elle vient pour donner des enfants, pour contribuer à l'épanouissement de son mari. Il faudrait qu'elle fasse de l'épanouissement de son mari un premier souci. Parce que si elle fait de cela un premier souci, elle va en tout cas faire tout pour pouvoir ne pas créer des problèmes qui vont affecter toute la famille. Et je pense que mon dernier mot, c'est aussi de prendre des conseils, et pour les femmes et pour les maris, de prendre des conseils auprès des aînés. Parce que nous sommes en train vraiment de sortir du contexte traditionnel pour un contexte qui n'a rien à voir avec la tradition. Donc les aînés, là, il ne faut pas les mettre à l'écart. Les aînés et les marabouts. Il faut vraiment, à chaque fois que de besoin, demander leurs conseils. En les appliquant dans votre foyer, vous allez voir un changement. D'accord. Les épouses qui cherchent à accaparer les faveurs et ressources du mari se mettent souvent en concurrence pour lui donner toujours plus d'enfants ou pour être la plus aimée, provoquent des tensions dans le foyer. La recherche d'attention, comme je le disais, dans les familles polygames est une chose à éviter et que selon l'ONG SOS FEV, 5% des cas enregistrés à leur niveau émanent des violences entre coépouses. La communication doit être la base d'une bonne cohabitation entre mari et épouse au pluriel et de promouvoir certaines valeurs pour lesquelles la femme a été prise comme épouse et de ne pas surtout s'ingérer dans la vie de l'autre épouse. Et pour une vie harmonieuse au sein du foyer polygame, l'équitabilité du mari doit être en première position. Nous sommes au terme de notre débat. Merci, chers invités, pour votre disponibilité. Merci aussi à vous, fidèles auditeurs et téléspectateurs du studio Kalangu. Isaka à la technique et Issa Lawali à la régie vidéo. Excellente soirée à tous.